Moi, j'ai pas de. Je fais attention au Liban parce qu'il y a le discours patrimoniaux sont très souvent rattachés à des discours idéologiquement assez nauséabonds, on va dire. Quoi. Et il faut toujours faire attention à quelle connotation ça a. Il ne faut pas avoir un fétichisme pour les vieilles pierres. Il ne faut pas avoir un côté nostalgique et refuser des nouvelles situations, parce que ce sont de nouvelles tensions politiques aussi qui sont là. Est-ce qu'on veut préserver quelque chose? Il ne faut pas oublier que ce sont des mises en place de puissances qui changent et qui sont en mutation. Donc il faut suivre ce... Alors qu'est-ce qui fait qu'un bâtiment... Où placeriez-vous la notion de patrimoine, dans la mesure où il est en partie immatériel, puisque manifestement, vous ne le retrouvez pas dans l'héritage des bâtiments, puisque vous dites que ça a un sens tout à fait relatif. Où se situe alors le patrimoine pour le Libanais que vous êtes? Dans quoi tient-il? Je dirais dans la façon d'habiter certains lieux, qui peuvent être aussi bien un petit bout de jardin qu'un bâtiment. C'est la façon dont on s'approprie un endroit dont on l'habite et qui nous habite. Voilà, je ferai cette définition-là. Et c'est là où les contextes sont difficiles, parce que comment juger un beau bâtiment d'un mauvais bâtiment, si ce n'est une histoire de goût ou d'un bon architecte qui a été publié ou pas publié? Non, c'est la façon dont pas l'habitation dans le sens où est-ce que c'est confortable ou pas. Qu'est-ce qu'il produit comme nouvelle situation dans cet endroit-là? Qu'est-ce qu'il va engendrer comme nouveau contexte? Il y a certains bâtiments qui vont devenir des lieux marquants. Marquants parce qu'ils sont opératoires. Alors, une réaction d'Alexei Yangovski avant de donner la parole à Alexandre Mélicinos. C'est très important ce que dit le collègue libanais. J'étais justement en train de penser à la connexion entre le monde oriental, la tradition orientale et l'occidental. Quelque chose qui relève de mes intérêts professionnels aussi, parce que, à part d'être cinéaste, je suis historien et je m'occupe de relations entre le Chypre et le monde oriental avant Jésus-Christ. On a la tentation de dire que sans la tradition matérielle, sans les traces de temps laissées sur les supports matériels, la civilisation occidentale n'existera pas, comme disait Alexandre Sokolov. Alors, nous sommes témoins maintenant à la disparition de à peu près toutes les traces matérielles, même dans les meilleurs des cas où le patrimoine matériel est soi-disant conservé, il est parfois conservé de telle manière qu'il n'est plus disponible, comment je dirais, émotionnellement, il n'est plus disponible. Je peux donner des exemples. Il a été vidé de son sens. Oui, il a perdu de toute façon le sens qui avait présidé à sa construction. On ne peut pas s'en servir de la même manière, ou on ne peut pas s'en servir du tout. Ça existe, c'est bien là, c'est en place, mais c'est fermé par une grille, par un vitre, ça peut être au sens figuré ou au sens propre, et on ne peut plus y accéder. Je vous donnerai un exemple bête et naïf, il y en aura sans doute d'autres bien meilleurs. On était gosses, on était souvent en train de jouer dans la colonnade d'une grande cathédrale très belle qui se trouve au centre de Saint-Pétersbourg. Elle s'appelle la Sainte Vierge de Kazan. Ça ressemble un peu Saint-Paul à Rome, mais Saint-Pierre à Rome, mais c'est beaucoup plus petit. Plus petit, oui. Plus petit, oui. D'autres, oui. On jouait au cache-cache entre les colonnes. Et on était imprégné par la présence de la cathédrale, par les autres bâtiments de la ville, ça nous appartenait. Et bien sûr, on était formé par ça. On était formé par la ville, on était formé par notre entourage spirituel, mais aussi matériel. Maintenant, mes enfants et leurs copains passent indifférents à côté de la Sainte Vierge de Kazan, parce qu'ils ne peuvent même pas y aller. C'est devenu une église, d'accord. Avant, c'était le musée de l'athéisme, par ailleurs. Maintenant, c'est une vraie église, on peut la fréquenter si on veut, mais ça ne nous appartient plus. Et il y a beaucoup de petites choses comme ça, quasiment sans importance. Des intérieurs d'une grande bibliothèque à Saint-Pétersbourg qui était renouvelée
qui sont maintenant devenus modernes. L'esprit est parti. Il est parti de là, il est parti d'ici, il est parti de là. Et c'est pour ça qu'en vous écoutant, parler de la manière d'habiter un certain endroit, je vois que l'endroit existe, mais je ne peux plus l'habiter de cette manière-là. Alors qu'est-ce que je fais? Bonne question. Alexandre, est-ce que ça vous donne envie de rebondir là-dessus ou plus généralement sur tout ce qu'on vient de dire? Oui, je crois que la distinction qui avait été faite entre mémoire, patrimoine est en train de voler en éclats. C'est-à-dire l'un dans l'autre et réciproquement. Et si on parle de la mémoire, puisque sur le programme, mémoire est au singulier, nous constatons tous qu'il s'agit plutôt de la mettre au pluriel. Il y a des mémoires. Et pour aller au-delà, pour là rejoindre un aspect qui peut-être est plus particulier à l'architecture, c'est la notion d'authenticité. De fait, lorsque nous regardons aujourd'hui un bâtiment ancien, ça n'a absolument aucun rapport avec le regard que pouvaient avoir ceux qui l'ont construit ou les siècles qui ont suivi. Non pas parce que le bâtiment s'est déformé, mais parce que nos neurones ont changé. Les siècles qui sont passés nous ont nourris d'informations nouvelles qui fait que nous regardons un château pas du tout de la même façon dont pouvait le vivre celui qui l'a construit ou les siècles qui ont suivi. Donc la notion de mémoire au singulier est sujette à caution. Et c'est pour ça que je la mettrai volontiers au pluriel. Après, quel est le rôle de la mémoire? Moi, je le considère non pas comme un regard au passé. Je considère la mémoire comme un instrument tout à fait d'actualité. Petite anecdote, dans la mythologie grecque, Mnémosynée, la déesse de la mémoire, avec Zeus, enfante les 9 muses. Ça veut dire quoi? Que les déesses de la création sont les enfants de la mémoire. Parce qu'effectivement, on ne peut pas créer sans mémoire. Donc, cette opposition entre avenir et passé me paraît tout à fait d'un rationalisme très pauvre. Le deuxième aspect, c'est le patrimoine. Pour ne parler que des ouvrages français et des références françaises, Chastel et Bablon nous ont donné la description de la notion du patrimoine telle qu'elle émerge depuis l'Antiquité. Depuis, d'autres travaux enrichissent là. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de patrimoine, aujourd'hui, du moins dans un pays comme la France, il ne s'agit pas seulement d'un patrimoine qui se réfère au passé. Il s'agit aussi, on a le label du XXe siècle, etc. Il s'agit de distinguer et de retenir un capital patrimonial, un capital d'élaboration architecturale ou ceci ou cela, qui, quelle que soit leur ancienneté, enrichissent notre civilisation d'aujourd'hui. En cela, le mot patrimoine, je le concevrais plus comme un capital esthétique, historique, architectural, disons comme on veut, plutôt que comme un regard seulement aux bâtiments du passé. Et de ce fait, considérer que ce patrimoine aussi va rester de façon immuable, comme disent les adversaires du patrimoine, y compris dans le Monde de vendredi, dans le formol. Le journal Le Monde. Le journal Le Monde, oui, effectivement. Dans le journal Le Monde, ils disent on le met dans le formol. Mais non, un bâtiment n'a jamais été un objet statique.
dès le jour où il est habité, il évolue, il se transforme constamment. Donc notre enjeu, lorsqu'on se dit on protège le patrimoine, quelle que soit son ancienneté, même si c'est une œuvre très récente, on ne va pas la condamner pour péché de jeunesse. Notre enjeu, lorsqu'on protège, ce n'est pas de figer, mais c'est de bien gérer la transformation pour que l'évolution du bâti, qui peut peut-être petit à petit devenir autre, hein, comme on change tout pour que ça reste le même, comme on dit. Donc, c'est comment gérer cette évolution pour qu'il ne soit pas détruit et qu'il ne soit pas altéré, défiguré. Hein, même s'il change de figure, mais qu'il ne soit pas défiguré. Hein. Donc, c'est là, pour moi, les deux enjeux, mémoire au pluriel, patrimoine plutôt comme un capital culturel qui se construit, y compris de nos jours, et pas de distinction passé à venir. Hein. Voilà les trois. Alors vous revenez sur la remarque qui était celle tout à l'heure d'Alexandre Sokourov, qui a dit on en parlera plus tard, mais est-ce qu'on peut en parler maintenant, puisque vous revenez sur ce sujet en fait. Est-ce que transformer c'est détruire? Vous dites non, il y a une... Non. Quel est le bâtiment qui ne s'est pas transformé au cours de sa vie? Ceux que nous protégeons... Peut-être ceux de Saint-Pétersbourg, vous connaissez le cas de cette ville Créex-Dilo, qui est peut-être une vie à part, non? Non, je crois qu'il n'y a pas d'édifice qui a... Je veux dire, dans un édifice, on installe l'électricité, déjà on le transforme, et on transforme y compris sa perception. Lorsqu'on sait qu'au Moyen-Âge, les châteaux, température moyenne 8 degrés, aujourd'hui on installe le chauffage et on le vit autrement. Je veux dire, indépendamment de l'effet matériel, c'est le rapport à la chose qui change. Hein? La forme peut-elle changer? La forme aussi change. Les bâtiments que nous protégeons sont le plus souvent une stratification d'interventions successives. On trouve un rez-de-chaussée médiéval, une intervention Renaissance parce qu'on a mis une croisée à un endroit donné, après des fenêtres 18e, et c'est ça qu'on protège. Et qu'est-ce qu'on protège? Pourquoi est-ce qu'on le protège? Alors là, revenons aussi à l'enjeu de la protection. En enseignant à Chaillot, qui est l'école de restauration, on fait passer un examen probatoire. Et je posais la question brutalement, mais pourquoi vous vous intéressez aux vieilles pierres, quoi? Pourquoi vous vous intéressez aux vieilles villes? Et il y a une fille qui m'a sorti un jour, parce que pour moi, c'est une expérience physique de l'histoire. Et ce rapport de la diachronie, Pélissier, qui est un psychiatre, malheureusement il est mort, il travaillait sur l'enjeu du monument, non pas pour nous donner la longue durée, mais aussi pour nous inculquer notre dimension éphémère par rapport au temps. Là, ce sont des choses extrêmement importantes. Le rôle de ces édifices anciens, oui, surtout anciens en l'occurrence, c'est de nous inscrire dans la société d'aujourd'hui. Oui. Alors, vous parlez de la capacité des formes à évoluer, du fait qu'elles ont évolué toujours dans le passé. On a l'air de laisser de côté les discussions libanaises, puisque tout à l'heure vous disiez que le patrimoine n'est pas avant tout bâti, mais peut-être que c'est une autre échelle que se situent ces phénomènes d'accumulation et de transformation au fil des siècles. C'est peut-être à l'échelle de la ville, en tout cas la théorie de Marc Barani. Mais puisqu'on est sur le patrimoine bâti, je voudrais qu'on revienne sur Saint-Pétersbourg, si vous le voulez bien, Alexandre Sokourov. Que pensez-vous de cette... compléter. Oui, je voudrais compléter je vais vous demander de réagir sur la dimension de la ville, parce que il faut quand même revenir à la raison lorsqu'on dit que la ville ancienne, la préservation de la ville ancienne empêche la création. Aujourd'hui, en Europe, les centres anciens, tels du début du 19e, pour donner représentent 1% du territoire urbanisé. Donc, ce 1% du territoire urbanisé
ne fige pas la création. De grâce, 99% du territoire où on peut se déployer. Et on voit aussi que ce 1%, lorsqu'on ferme les yeux, on pense à Avignon, à Strasbourg ou à Bordeaux, c'est ce 1% qui va venir à l'esprit. Ce n'est pas le 99% de l'extension qui est de plus en plus uniforme et homogène. Oui, mais est-ce que la forme peut encore évoluer? Là encore, vous nous ramenez au patrimoine bâti, ce qui est bien, parce qu'on va pouvoir redonner la parole à Alexandre Sokourov. Mais cette forme, aujourd'hui, elle doit être figée? Mais elle n'est pas... pas... du fait qu'elle non, il faut la faire évoluer, mais il faut la faire évoluer bien. Ah. C'est-à-dire gérer sa transformation, ne pas la laisser au hasard d'une spéculation par-ci sur une parcelle où je casse 3 maisons et de ce fait je casse l'unité d'un ensemble, hein, ou je démolis 3 immeubles au hasard des rencontres. Il faut se dire qu'il s'agisse de l'édifice ou qu'il s'agisse de la ville, que je maîtrise et je contrôle son évolution. Je la contrôle non pas militairement, mais intellectuellement, en connaissance de cause et en sachant. Et pardonnez-moi, parce que c'est important, quand je dis en sachant, c'est-à-dire il faut de la compétence pour cela. On ne peut pas dire que c'est du subjectif, j'aime, j'aime pas. Non, nous savons comment on peut gérer. On sait que aujourd'hui, il ne s'agit pas de retenir des bâtiments à protéger au hasard des rencontres. C'est une démarche qui est une démarche non pas scientifique au sens des sciences dures, mais une démarche rigoureuse et de culture. Voulez-vous réagir, Alexandre Sokourov, sur cette question? Donc, peut-on envisager l'évolution des bâtiments hérités de l'histoire? Je reviens à cette question à propos de Saint-Pétersbourg. Entre destruction et maintien dans la forme héritée, peut-il y avoir une évolution? C'est ce que pense Alexandre Melissinos. C'est une question très compliquée. Essayons de... Среди градозащитников в Петербурге существует твердое убеждение, что нет таких объектов, нет таких зданий, которые невозможно было бы сохранить. Сегодня технические средства такие, что сохранить можно любое здание. Parmi la communauté qui est intéressée à préserver le patrimoine architectural de Saint-Pétersbourg, il y a une conviction que, compte tenu des moyens techniques dont on dispose aujourd'hui, il n'existe pas de bâtiment qu'il ne serait pas possible de préserver. Мы цепляемся за каждое старое здание, мы цепляемся, мы пытаемся не отдать строителям, архитекторам ни одного квадратного метра Петербурга, и бюрократии петербургской стараемся не отдать этих зданий по очень простой причине. Nous nous accrochons à chaque mètre carré, en quelque sorte, de chaque bâtiment qui risque de tomber entre les mains des constructeurs et des architectes, et nous essayons de les préserver pour une raison, et aussi de la bureaucratie des administrations, et pour une raison bien précise. Первая причина. Donc, la première raison. Мы выражаем абсолютное недоверие к той архитектурной традиции, которая сегодня существует и в Европе, и в России. Абсолютное недоверие. Пришли архитекторы, для которых нет этической меры и эстетического чувства. Это первое. La première raison, c'est que nous nous méfions, nous avons une certaine méfiance, nous n'avons pas du tout de confiance par rapport aux architectes d'aujourd'hui en Russie, mais aussi en Europe, qui ont perdu, semble-t-il, le sens de la valeur, de la mesure esthétique. Éthique. Et éthique. Surtout. И второе, власть, эти люди, как это точнее сказать, эти люди, они потеряли это чувство меры, они предали эволюционный характер
развития архитектуры, эволюционный. Они все левые деятели, это троцкисты, это люди, которые решили, что культуру и искусство можно начинать с нуля, с начала. Этого не бывает нового искусства, новой культуры. Только évolution, никакой révolution. C'est des gens qui ont perdu cette mesure parce qu'ils ont décidé de laisser tomber l'évolution et ils ont l'air de croire qu'on peut créer quelque chose en faisant abstraction de ce qui existait avant. Ils rejettent complètement le caractère évolutionnel. Et c'est là où ils ont trahi en quelque sorte les principes éthiques de l'architecture, alors qu'il ne peut y avoir de culture si elle n'est pas basée sur ce qui a été fait avant. Oui, je crois sur une continuité. Vous pouvez traduire? Oui. И все эти здания, и то, что мы сейчас на этой выставке видим, это все бизнес-стиль. Жить в этих квартирах, жить в этих домах, жизнь проживать в этих домах, в этой архитектуре нельзя, это опасно смертельно. Мы в животных превратимся, если будем жить вот во всем в этом, понимаете, в этой так называемой новой архитектуре. Et toute cette nouvelle architecture et ce bâtiment et celui qu'on avait visité tout à l'heure, on ne peut pas vivre dans de tels bâtiments. On va se transformer en animaux. On va... Vous ne parlez pas du hangar ici? Y compris l'hangar. Y compris le hangar. Bon. On ne peut pas rester humain en continuant... Не бойтесь говорить, Я не будьте сказала смелее. про троцкистов. Давайте. Скажу сейчас. Так скажите, что же вы не говорите? Et donc, l'architecture que M. Sokurov condamne, il considère que c'est une architecture vraiment de gauche trotskiste qui veut rejeter tout sans garder, en reniant tout ce qui a été créé par les prédécesseurs. Et c'est là où il est formellement opposé. И последнее, что в этом случае я хочу сказать. La dernière chose dans ce contexte-là. Каждое здание, которое мы называем историческим, у которого есть возраст, это произведение искусства ремесленного мастерства. Это ремесленный код рабочего, строителя, земледелителя, там, кого угодно. Это серьезный большой эволюционный код. Это рушить нельзя, категорически нельзя. Прикасаться к этому нельзя. Chaque bâtiment qu'on considère comme faisant partie du patrimoine, qui est ancien, c'est aussi tout un code de l'artisanat, de la construction. C'est tout un tas de métiers qui ont été mis en œuvre pour permettre à ce bâtiment d'exister. Et donc, on ne peut pas, il ne faut pas y toucher. Il faut vraiment essayer de le préserver pour sauvegarder, pour préserver ces codes d'une autre époque. Европа не обречена на гуманитарность. Не думайте, что демократические институты, которые в той или иной степени существуют в Европе, защитят культуру. Неправда, этого не произойдет. Уже сейчас мы видим, что старый свет Европы сдает свои гуманистические традиции. Сдает, мы это видим все. Et il ne faut pas espérer que l'Europe va préserver son humanité, plus largement la culture, je pense aussi. Parce que... Juste grâce à ces traditions démocratiques. Il ne faut pas espérer que l'Europe sera humaniste juste grâce à ces traditions démocratiques, bien au contraire. Les instituts démocratiques existants suffiront à préserver l'Europe, la vieille Europe, contre des attaques qui sont plus dynamiques. Alors que faut-il? Бороться. Il faut lutter. Не сдаваться. Ne pas baisser les bras, ne pas se rendre. В первую очередь мое обращение в адрес молодежи. Et je m'adresse avant tout à la jeunesse. Учитесь эволюции и защищайте эволюцию, а не что-то другое.
Apprenez l'évolution et préservez l'évolution et pas autre chose. Bon, nous avons ce débat évidemment, et à Agora, et en France, d'une manière générale, sur le respect. Alors vous avez envie de réagir, on va enchaîner. Alors qui commence? Ralil, puis Alexandre, vous avez envie de réagir aussi, Gaston, et vous aussi. Allez, on va faire un tour de table, puis il y a peut-être des réactions dans le public aussi. Allez-y. Juste très rapidement, Oui. et là je vais revenir en tant que cinéaste. Au Liban, tout le monde était obsédé par faire une cinémathèque. Donc on a récolté les films, et on les a étudiés. On a fait, là, Johanna s'en est occupée, c'était elle la commissaire, une rétrospective du Johanna cinéma. qui filme avec vous. Hein. Voilà, avec qui je travaille et je vis. Et on s'est rendu compte que les films étaient très très mauvais. C'est-à-dire que, à part un ou deux cinéastes, notre tradition cinématographique, notre patrimoine cinématographique était surtout fait de films commerciaux. Et heureusement, on peut dire qu'on a fait une rupture avec cette tradition. C'est-à-dire que voilà, alors qu'est-ce qu'on doit conserver après? Est-ce que ce sont des films à conserver? Est-ce que ce sont des films qui, quand même, constituent une histoire, même si elle n'a aucun intérêt artistique? Vous voyez? Donc la question des critères de je ne m'inscris pas forcément dans la continuité de cette tradition. Позвольте мне опять вмешаться. Я не согласен с вами. Ваши оценки несовершенства ливанских работ ваших отечественных кинематографистов ошибочно. Потому что ваши оценки художественного качества этих работ, они сегодняшние. А нам важно не только то, как это, как искусство, да, а как выглядели люди, что они снимали, какой был предмет их размышлений, что их волновало. Ни один метр из фильмов ливанских кинематографистов не должен быть потерян. Это уже ваша ответственность. Может быть, ответственность Организации Объединенных Наций. Alors, à l'aide, Alexei ou Madame, allez-y. Oui. Il n'est pas d'accord quand vous parlez des cinéastes libanais dont l'œuvre s'est avérée pas très intéressante. Il n'est pas d'accord parce que chaque mètre de film, de pellicule de ces cinéastes doit être préservé parce qu'il n'y a pas que l'œuvre artistique, mais on voit aussi les gens, on voit tout un morceau de l'époque quand ils créent ces films, donc ça a de toute façon une valeur, même si à votre point de vue ça ne représente pas de valeur artistique. Не бывает плохих режиссеров и плохих фильмов, бывают плохие архивы. Il n'existe pas de réalisateurs mauvais et de mauvais films, il y a de mauvaises archives. Ah, Ralil Jorel. Oui, je suis d'accord, mais c'est justement qu'est-ce qui fait la valeur d'une archive. Alors bien sûr, il y a une archive. Un film est aussi un document de son époque et renseigne sur une foule de choses, que ce soit même ce qui est dans l'arrière-plan. Mais après, c'est l'intitulé même de cette archive, son indexation, parce qu'il ne suffit pas de préserver, il faut après essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait de cette archive-là. C'est-à-dire que là, c'est encore... toute notre génération d'artistes et de plasticiens après les guerres ont travaillé sur la notion de document, parce que c'était une façon d'aborder la notion même d'histoire, comment on aborde notre histoire. Et on l'a abordé à travers la notion de document. Mais le document est justement ce qui nous permet de réfléchir la méthodologie d'approche de ces documents, les protocoles d'utilisation de ces documents. Задача архива — сохранить. Сохранить. Это задача архива. L'objectif d'un archive, c'est de préserver, de conserver. Задача любого музея — сохранить. Ainsi que l'objectif de tout musée. Задача музея — не показывать картины, а в первую очередь сохранить их. L'objectif d'un musée, ça n'est pas de montrer les œuvres, mais avant tout de les préserver, de les conserver. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de mélanger diverses notions? J'entends très bien ce que vous dites et l'intérêt de garder les témoignages du passé, en effet. Je comprends tout à fait l'indignation de Sokorov pour le vandalisme de la spéculation ou des complices de cette spéculation que peuvent être mes confrères éventuellement à Saint-Pétersbourg.
Mais si on se met dans des situations un peu plus sereines. Ici, pour prendre Bordeaux ou n'importe quelle ville de France, on a une foule d'hôtels particuliers. Il m'est arrivé dans une ville d'avoir un hôtel particulier à restaurer. Il y avait 52 pièces. Et les derniers occupants étaient un couple, Madame et Monsieur de Closonnette. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas utiliser ces hôtels particuliers car notre société a changé et nous n'avons plus ces nobles ou ces notables qui se payaient des hôtels particuliers de 50 ou de 40 pièces. Donc, il faut réutiliser ces bâtiments et les réutiliser notamment pour du logement. Si on ne les réutilise pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être des carcasses vides qui petit à petit vont s'effondrer. Donc, l'évolution du patrimoine est un des paramètres nécessaires à sa conservation. On ne peut pas aujourd'hui, un patrimoine bâti de notre moment, ne pas l'adapter alors qu'il a été construit à un autre moment historique, à un autre moment social. Mais à Saint-Pétersbourg, il n'est pas question d'une bonne ou mauvaise évolution, il est question de la démolition. J'entends. La démolition, je suis d'accord avec voilà. Alexandre Soukourov pour dire qu'on va ensemble faire une manifestation contre la démolition. Ça, c'est un point. Exact. Après, il y a, une fois qu'on a protégé et conservé l'édifice, il y a plusieurs façons de faire. Comment est-ce qu'on l'inscrit dans la réalité d'aujourd'hui? Et c'est là, moi j'emploie souvent le terme, que la conservation consiste à gérer la transformation afin de continuer l'histoire du bâtiment ou de la ville. Continuer son histoire, ne pas faire cette rupture. Dans un colloque qu'on avait organisé sur l'avenir du monument, il y avait un ministre français communiste, Jacques Ralit, qui avait dit il y a une seule phrase de l'international que je ne supporte pas, du passé faisons table rase. Voilà. Voilà. Donc ça, il faut la rayer, cette phrase, et voir comment est-ce qu'on peut rendre actuel le patrimoine. Hein? Alors, je voudrais que vous réagissiez, parce qu'on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la destruction de la gare de Ouagadougou, pardon. Mais comment réagissez-vous au développement de la discussion, tous les deux? Lequel le premier, Gaston Caboret, Simon Compaoré? Moi, ce qui m'est important, c'est en tant que maire d'une ville capitale, quelle doit être la manière, mon comportement et le comportement des décisionnels. Et là, je suis tout à fait d'accord que même si on est dans la modernité, on a besoin de savoir d'où on vient. Et d'où l'idée de vieille ville. Même si c'est un carré de construction, on a besoin d'un référentiel. Mais il y a un aspect économique qu'on n'a pas souligné, qui entre en ligne de compte. Parce que la conservation coûte, la restauration coûte. Et donc, on peut faire en sorte que, pour tenir compte du passé, qu'on puisse se limiter à ce qui est gérable. Comme vous étiez en train de le dire, s'il y a un château et que ce château coûte très cher, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut que la mairie, la ville mettent autant d'argent dans la restauration, ou bien on peut estimer que finalement c'est devenu vétuste
Et donc, le fait de préserver cette structure va peser lourdement sur le budget de la ville. Donc, c'est quelquefois quand même des questions qu'on se pose et on est amené à dire, bon, ben, ce bâtiment ne vaut plus la peine qu'on y mette de l'argent. Qu'est-ce qui serait l'équivalent d'un château à Ouagadougou? Bon, il n'y a pas de château chez nous. Non, justement, c'est pour ça que je pose la question. Il n'y a pas de château chez nous, mais c'est la mosquée. Il y a une mosquée qui date du XVIIIe siècle, qui est là, et qui traduit aussi la manière dont les gens étaient à même de faire de l'architecture à l'époque. Et nous, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut, c'est presque en ruine, est-ce qu'il faut enlever entièrement et refaire quelque chose parce que ça occupe inutilement, c'est à un stade de dégradation avancé, ou bien faut-il payer cher à des architectes pour venir voir comment on peut réhabiliter? Moi, je dis qu'on est souvent confronté à des questions de ce genre et pour les gestionnaires que nous sommes, l'aspect coût nous amène souvent à dire, bon, écoutez, il faut raser parce que ça ne représente plus quelque chose. Alors, moi, je voudrais vous poser la question, est-ce que c'est cette façon de faire qu'il faut suivre ou bien faut-il dire que la réhabilitation a son pesant d'or et qu'il faut que la ville fasse des efforts? En tout cas, pour moi, c'est l'aspect coût qui va m'amener à prendre la décision. Et c'est pourquoi je suis d'accord qu'il faut que nous puissions garder ce qui est gardable et faire table rase sur ce qui ne peut pas être gardé parce que c'est dispendieux pour la communauté. Vous la regretterez comme la gare, peut-être? Mais non, la gare, on a voulu faire de la modernité alors qu'on pouvait faire de la restauration en tenant compte de certaines... enfin, Évolution, oui. Tout à fait. De l'évolution, les architectes pouvaient essayer de faire des modifications sans changer l'âme de la chose, en gardant l'architecture de la gare. Alors que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est presque des ruines. Est-ce que ces ruines-là, faut-il essayer de les réhabiliter, de mettre autant d'argent, ou bien faut-il faire table rase sur ces ruines-là? Alors, Gaston Caboret. Oui, non, je comprends tout à fait l'interrogation, enfin le doute qu'il a exprimé. Bon, là, c'est la mosquée qui est près de la gare aussi de Ouagadougou. Peut-être qu'il faut... quelqu'un a dit tout à l'heure que... Mettez bien le micro sur votre menton. C'est une question aussi, il faut mettre des compétences en œuvre. Que ça ne soit pas seulement comment dirais-je, une évaluation hâtive sans se référer à l'histoire, à la connaissance de l'architecture. Il faut mettre, disons, beaucoup de compétences ensemble pour essayer de prendre ça. Alors, je réfléchis à haute voix, mais je me dis pour la mosquée, peut-être qu'il ne s'agirait pas de la restituer, de la restaurer en entier, mais ne peut-on penser à garder un fragment de cette mosquée comme vestige, témoignage du passé, ne pas la reconstruire à l'identique, mais trouver avec des architectes et des gens qui sont spécialistes des matériaux, comment on peut faire pour essayer de garder une trace comme ça. Il y a beaucoup de villes où on a gardé des fragments, des façades de choses. Voilà, il faut qu'on aille parfois vers ça et ça peut tout à fait après donner de l'importance parce que c'est le sens. Est-ce que les gens reçoivent comme signification qui est importante? Oui. Parce qu'il ne s'agit pas de garder pour garder si on ne fait pas la relation à l'histoire, à la mémoire. Il faut que ça aussi, ça soit fait. Mais est-ce que tous les restes, vous parlez de vestiges là de l'histoire à propos de cette mosquée, vraiment on peut parler de vestiges? Est-ce que tous ces vestiges du passé
ont la légitimité pour être conservés? Ou est-ce qu'on doit, est-ce que tous peuvent être ces supports de mémoire et des supports de sens? Déjà, il faut dire qu'il y a des gens, nous, on est en train de se poser la question aujourd'hui, mais il y a des choses qui ont été détruites à l'époque, la question ne se pose pas. Je veux dire par nos contemporains, mais par d'autres, parce que c'est eux qui l'avaient fait et qui, à un moment donné, ont viré ça. Donc, on n'a plus cette trace-là. Donc, il ne faut pas non plus, comme ça a été dit, faire du fétichisme et s'agripper à chaque chose. C'est pour ça qu'il faut une réflexion, qu'il faut faire un minimum de concertation, à mon avis, pour ça. Mais pour revenir au film, je pense, je suis en partie d'accord avec Soukourov à propos des archives. Parce qu'il y a le fait de juger de la valeur un peu des films libanais qui ont été faits à une certaine époque. Ils peuvent être commerciaux, mais pour autant, ils traduisent une certaine façon de faire des films, parce que le public allait voir ces films. Pour quelle raison? On ne peut pas juste balayer ça du revers de la main en disant que c'est kitsch et que ça ne vaut rien. Ça raconte aussi une histoire. Maintenant, on ne peut pas tous les garder. Donc, il y a la sélection des archives à faire. Et après, oui, il faut écrire des notices indexées et pouvoir mettre ça sur des bases de données où les gens peuvent aller pour apprendre un peu quelle est cette part d'histoire du cinéma du Liban. Voilà, ça c'est important. Sinon, on va faire un peu de l'élitisme. Et qui est-on? De quelle prétention les gens vont s'asseoir pour dire ça mérite de rester, ça non. On ne sait pas. Mais on peut garder des éléments indicateurs des différents moments de l'évolution de l'expression cinématographique, y compris pour des choses que, à titre personnel, on peut ne pas aimer, mais qui ont pu représenter une façon d'aborder le cinéma, ou peut-être pas sur le plan esthétique, mais en tout cas sur le plan de son économie. Et enfin, une dernière petite chose que j'aimerais dire. Moi, je crois que par rapport à la question des villes nouvelles, un peu comme Ouagadougou, parce que la ville existe depuis longtemps, mais par rapport à son dimensionnement actuel, elle est quand même neuve et en pleine transformation, mutation, agrandissement, croissance, qui aussi en soi pose des problèmes de maîtrise, bien sûr, des infrastructures collectives et tout ça. Moi, je me pose la question. J'ai le sentiment, monsieur le maire, je profite que j'ai le micro en public, peut-être qu'il y a, je connais tout le travail que vous essayez de faire et depuis longtemps, peut-être qu'il faut essayer de voir en quoi, avec la télévision nationale, il peut y avoir des émissions sur ces choses-là à la télévision, des débats où le citoyen et aussi des techniciens, des spécialistes peuvent participer pour, en quelque sorte, améliorer l'état d'information et la prise de conscience du citoyen, en quelque sorte. Parce qu'il faut qu'il soit acteur de cette réflexion-là aussi. Alors, bonne question également. Mais alors, la question du cinéma et du patrimoine cinématographique, qui est une dimension du patrimoine culturel, même s'il y a donc une dimension matérielle, c'est une belle métaphore de la question du patrimoine bâti. Alors, d'abord sur le cinéma, Khalil Djerej. Juste sur le cinéma, pour qu'on n'y ait pas de méprise sur ce que j'ai dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas conserver et préserver ça. Je dis que je ne m'inscris pas forcément dans cette tradition cinématographique. Bien sûr que je considère que c'est même des sujets d'études, mais ces études ne sont peut-être pas forcément cinématographiques, elles peuvent être anthropologiques, sociologiques, philosophiques et aussi artistiques, mais ils ne sont pas opératoires dans le même registre et dans le même régime d'image. C'est en cela qu'un film s'inscrit dans une histoire. Je suis le fruit de cette histoire, je suis le produit de ces situations, même si je ne m'inscris pas forcément dans la continuité de cette tradition-là. Vous voyez, donc pour moi, notre histoire n'est pas forcément linéaire. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose de très important et c'est justement la notion qui est fondamentale derrière ça, c'est celle de transmission. C'est une question qu'on aborde de façon presque frontale dans certains de nos films. Il y en a un qui passe demain qui s'appelle Khiam, ce qui est sur un camp de détention
dont on n'avait aucune image parce qu'il était dans une zone occupée par Israël, qui après son retrait a été transformé en musée, et puis pendant la guerre de 2006, il a été de nouveau détruit. Quand on monte aujourd'hui à Khiam, on a les traces d'une guerre, et non plus d'un camp de détention. C'est-à-dire qu'il faut savoir voir au-delà de ce qui est. Donc la perception ici est en soi une interrogation et un lieu de travail et de recherche. Quand je regarde une ruine, cette ruine-là, elle vient de quelle guerre? On ne peut pas dire c'est la guerre, c'est une des guerres, parce que sinon on a oublié qu'est-ce qu'il y a derrière. Et même quand on restaure un bâtiment, pour un Libanais qui l'a vu détruit, et ça j'en parlais avec Christian Barani hier, je continue à voir un bâtiment détruit qui a été restauré, je continue à le voir détruit. Comme si la ruine reste là, mais comme fantomatique. Donc la question ici, c'est comment vivre avec ces fantômes. Et c'est un travail de deuil. Je crois que ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Je voudrais faire Alors, on arrive au bout de ce débat. Donc, dernière réaction. Vous voulez réagir? Je voudrais réagir à ça, exactement. Parce qu'il y a les signes matériels dont on a beaucoup parlé, mais il y a aussi la lecture. Et pour la lecture, il faut la volonté et les gens qui vont faire la lecture. J'ai pensé à un bâtiment très sombre, très sinistre qu'on a sur la Neva, qui est une grande prison. Et que peut-être beaucoup pensent que ce serait bien de détruire et mettre quelque chose de plus accueillant à la place de cette prison. Mais si on se rappelle le nombre de victimes de la terreur staliniste qui sont péries là, et que ça n'a jamais été vraiment rappelé à la génération actuelle, et que ça mérite d'être là comme un monument à ce désastre que notre peuple a vécu, là, ça change complètement le rôle de ce bâtiment. Voilà, je pense que ça serait peut-être quelque chose qu'on... C'est une bonne remarque sur le sens que prennent les développer. choses, le sens qu'ont besoin de prendre les choses. Autre réaction finale, Alexandre Sokourov. Я позволю себе совет дать один уважаемому мэру. Значит, есть способ консервации. Законсервируйте эту мечеть и собирайте деньги. Разрушите ее, все будут говорить, что вы разрушили эту мечеть. Un conseil que M. Sokourov se permet à vous donner, M. le maire, par rapport à cette mosquée, mettez-la en état de conservation et commencez à accumuler des fonds. Parce que si vous la détruisez, après il se trouvera des gens pour dire « Ah, vous avez détruit la mosquée ». Qui diront que c'est vous qui êtes responsable. Oui, c'est... Это всегда возможно. Консервация архитектурного памятника не представляет сложности ни с точки зрения финансовой, ни с точки зрения инженерной, технической, да, если я правильно понимаю. Любой памятник можно законсервировать. Придет время, восстановите, и все будут говорить, могли разрушить, а сохранили. Conserver un monument, ça ne demande pas de grands moyens, c'est accessible. Mais si vous le conservez en attendant les choses évoluer, peut-être viendra le jour où vous serez en mesure de le restaurer. Et là, tout le monde va dire « Ah, il aurait pu la détruire, mais il a pu la préserver, la sauvegarder. » Réaction? Oui, allez-y. Je ne sais pas combien vous êtes de micro, mais il y en aura bien pour vous. Oui, non, je voudrais soulever une autre problématique. Le développement... Alors, il faut finir, allez-y. Ce qui est sûr, c'est que le patrimoine, la conservation du patrimoine dans une ville est quelque chose d'essentiel, de nécessaire. Mais au regard de l'évolution de la ville, vous savez qu'il y a une tendance aujourd'hui dans le monde, c'est que les villes gonflent en population. Et dans les années, dans les décennies à venir, le nombre de personnes qui vivent dans les villes vont dépasser le nombre de personnes qui vivent dans la campagne. Bien sûr. Donc, il y a la nécessité d'avoir des espaces pour le logement, pour recevoir ces nouveaux migrants. Et c'est dans cette dynamique-là que les maires que nous sommes avons des difficultés
Entre le passé et l'avenir à préparer, bien sûr. Tout à fait. Donc, je voudrais savoir, comme vous êtes des techniciens autour de la table, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Alors, Alexandre Sokurov vous répond, il continue le débat alors qu'on va l'arrêter. Mais allez-y, Alexandre Sokurov. Чем больше будет город, тем больше нужно культуры. Тем больше вам нужно культурных усилий, чтобы в рамках человеческого облика как-то удержать эту массу народу. Вам никуда не деться от развития культуры, не только города как такового. Культура главная в жизни вашего народа. Plus la ville est grande, plus il y aura besoin de garder la culture des gens. Et donc, d'où l'importance de la préservation du patrimoine. Parce que plus il y aura de population, plus vous aurez besoin, ça s'applique à tous les peuples, plus il y aura besoin de s'appuyer sur la culture pour pouvoir faire vivre ces gens ensemble dans la grande ville. Alors la continuité, le lien avec le passé, les cultures, ce qu'on préserve, la façon dont on peut le réintroduire dans un futur, tout cela sont les thèmes qu'on discute en effet aujourd'hui. Vous arrivez à en faire une assez belle synthèse au bout de ce débat, et notamment la question de la dimension immatérielle, du sens que le patrimoine, quel que soit ce patrimoine matériel, cinématographique, bâti. On en reparlera demain de cette question de la dimension immatérielle du patrimoine qui donne du sens à ce qu'on garde ou à ce qu'on ne garde pas. Vous touchez du doigt avec une prison un sens qui nous est peut-être inintelligible, impossible à approprier, mais c'est bien peut-être la question de fond, celle du sens qu'a pour une culture, une civilisation, ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. Et les questions de critères de choix, on ne va pas relancer le débat maintenant parce qu'on va en reparler tout à l'heure à 17h, avec notamment Francesco Bandarin, le directeur de la culture à l'UNESCO, qui s'est engagé dans un travail de sélection sur la base de critères dont on discutera, pour savoir ce qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité, ce qui n'en fait pas partie. Donc votre débat, évidemment, n'est jamais clos, vous allez pouvoir continuer à en discuter, mais en tout cas sur certains des points que vous avez soulevés, on continue la discussion à 17h, et notamment sur cette question des critères et du choix, et de l'évolution. Merci messieurs, en tout cas, beaucoup. Merci beaucoup. Alors maintenant,